Monsieur Valentin Moubaki, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Bon, vous savez qu'on est en confinement, mais il faut être en mouvement en même temps pour éviter des maladies cardiovasculaires dues à la sédentarisation. Et donc tous les matins, pendant 1 heure, nous faisons des exercices physiques, nous marchons dans notre parcelle pour pouvoir mettre le corps en mouvement afin de pallier à ces risques-là de sédentarisation, des maladies issues à la sédentarisation. Vous êtes silencieux à propos de la situation judiciaire qui se passe dans notre pays. Un mot sur ça? Oui, vous voulez parler des travaux de 100 jours? Oui, oui. Eh bien, cette question-là, étant donné que le dossier est en instruction, nous n'allons pas entrer dans le fond, mais nous allons plutôt donner notre point de vue sur la procédure à suivre dans ce genre d'enquête. Donc, un tel contrôle, une telle enquête doit avoir au préalable un canevas d'enquête. Et ce canevas-là part du point de départ. Cela veut dire que nous sommes dans un cas de passation de marché public, de fourniture et de services, un cas régi par la loi. Et donc la première étape, c'est de se poser la question de savoir dans quel contexte ces marchés publics de fourniture, des travaux de fourniture et des services, ces marchés ont-ils été passés? Il me semble que nous sommes dans un contexte des travaux et des fournitures dans une durée de 100 jours. C'était le programme de 100 jours. Cela veut dire que, conformément à la loi, il est difficile de pouvoir respecter la procédure de passation de marché à l'appel d'offres publiques parce que les délais sont contraignants. 100 jours, 3 mois. Et donc, il faut demander au préalable l'avis de l'autorité nationale qui régule les passations de marché pour avoir une dérogation générale pour les travaux de 100 jours afin de ne pas passer à un avis d'appel d'offres général. Mais qu'à cela ne tienne, une fois obtenue cette autorisation préalable, c'est une exigence de la loi, il faut maintenant pour ces attributaires-là, parce qu'il n'y a plus d'adjudicataires ici, pour ces attributaires des marchés, il faut maintenant établir une liste restreinte pour passer un avis d'offre, un avis d'appel d'offres restreint. Parce qu'on n'a plus le temps de lancer des offres de manière générale, mais il faut néanmoins dresser une liste qu'on appelle généralement dans notre langage d'ingénieur une short list, c'est-à-dire des entreprises compétentes selon leur capacité technique à pouvoir exécuter les travaux, des bons travaux de bonne qualité dans un délai aussi court et par rapport aussi à leurs avoirs financiers, parce que ces entreprises ne peuvent pas tout le temps dire nous arrêtons parce que l'État n'a pas encore payé. Elles doivent être en mesure d'avancer avec les travaux, quitte à se faire payer éventuellement par la suite. Donc c'est la première étape de la procédure. Quelle est la shortlist qui a été établie? Quelles sont ces entreprises qui ont été présélectionnées par rapport à leurs compétences internes, techniques et financières, par rapport à leur expérience en la matière, ou ont-ils déjà exécuté ce type de travaux dans des délais aussi contraignants et qu'elles auraient exécuté ces entreprises à la grande satisfaction de tout le monde. Cette étape-là est la première pour le procureur. Il doit vérifier cela. La deuxième étape maintenant, mais avant de passer le marché, une fois l'entreprise choisie, qui a pu vérifier au niveau de l'administration la nature des travaux à faire? Parce que ces entreprises shortlistées doivent venir consulter les documents techniques et administratifs de l'administration sur les travaux à faire et pouvoir maintenant proposer des solutions techniques dans des délais de 100 jours. Et pour cela, il faudrait avoir le cahier spécifique des charges, les cahiers de prescription technique pour ces travaux-là. Il faut se poser la question de savoir quel est le bureau technique de contrôle qui a été choisi pour ce faire. Et si par hasard le bureau technique de contrôle n'a pas été choisi, est-ce que au moins l'option de l'ingénieur à pied d'œuvre délégué sur le chantier a-t-il été
adopté, cela veut dire que l'ingénieur à pied d'œuvre, c'est l'homme qui va commencer à relever chaque jour, sur le chantier, la nature des travaux exécutés, la qualité des travaux exécutés, et tout cela en rapport avec le bordereau quantitatif des travaux et le bordereau des prix qui vont les deux servir finalement au décaissement à l'issue d'une période donnée. Et donc, le cahier spécifique des charges, le cahier des prescriptions techniques, le bordereau quantitatif des prix, d'abord le bordereau quantitatif des travaux à exécuter, les prix correspondants de ces travaux-là, et tout ceci confronté à un programme, à un planning, le planning PERT ou n'importe quel autre planning des travaux, et à tel point que à chaque étape de l'exécution des travaux, il y a un relevé des quantitatifs des travaux exécutés, il y a le bordereau des prix correspondants, et donc on peut signer sur base des attachements du bureau de contrôle technique ou de l'ingénieur à pied d'œuvre, on peut maintenant signer des décaissements pour payer l'entreprise qui a fait les travaux. Voilà, apparemment le procureur s'occupe maintenant de la dernière partie, alors que tout ceci commence bien en amont. Alors les décaissements doivent être justifiés, non pas parce que tel m'a donné un ordre de payer, tel que nous l'entendons dans les rumeurs publiques, j'ai reçu l'ordre. Non, il y a toute une chaîne. Quel est le bordereau quantitatif des travaux? Quel est le prix, le bordereau des prix? Quel est le planning d'exécution des travaux? Est-ce qu'on a payé une avance au démarrage des travaux? Mais cette avance-là doit être vérifiée par rapport à la passation de marché. Le contrat des travaux, qui a passé la lettre de commande des travaux? Quel est le contrat des travaux? Est-ce que l'entreprise avait-elle dans ses comptes de l'argent suffisant pour cautionner l'avance au démarrage des travaux? Parce que c'est une exigence de la loi. Si je vous donne 50 millions de dollars, vous devez avoir dans votre compte au moins ce montant-là pour qu'en cas de défaillance, l'État puisse mettre la main sur vos avoirs et ne pas perdre son argent. Voilà, tout cela, le procureur devait avoir ce canevas-là. Hein, et nous pouvons, si certains le désirent, élaborer en détail ce canevas de contrôle. Et cela permettra maintenant de savoir localiser des responsabilités à tous les niveaux. Voilà comment on contrôle les travaux de passation de marché public, à droit tel que nous l'avions fait à l'époque par la Banque mondiale quand nous nous occupions du service national des routes de Sénégal il y a 30 ans. Et cela, ce n'est pas un travail qui se fait au niveau d'un cabinet. Vous voyez, ces cabinets qui venaient à peine d'entrer, des gens plus politiques que techniques, et même on peut dire inexpérimentés, ne sont pas rompus à ce genre de pratique. Donc il aurait fallu que ces cabinets se concertent avec l'administration ministérielle, parce que ces personnes de l'administration ont déjà fait plusieurs fois ce travail. Je vous rappelle que tous les responsables des projets sous financement international et même au niveau des ONG sous financement international, vous allez au niveau de l'Union européenne, vous allez au niveau de la coopération belge, vous allez au niveau de n'importe quelle coopération allemande, de GTZ par exemple, et les autres, ils ont ce qu'on appelle les manuels de procédure, c'est-à-dire les guidelines qui vous montrent qu'est-ce qu'il faut faire en cas de passation des marchés, en cas d'évaluation des travaux, en cas de clôture de projet, de manière générale, pour pouvoir mener à bien ce travail-là. Voilà ce que nous pouvons dire à ce moment. Donc, le procureur doit avoir ce canevas-là, qui ne commence pas seulement par les décaissements. Les décaissements, c'est une dernière étape, encore qu'il faut que les décaissements se fassent conformément aux étapes antérieures que je venais d'énumérer, qui commencent par le choix de l'entreprise, les capacités de l'entreprise, technique, financière et expérimentale, son expérience en la matière, et pour arriver jusqu'à la fin. On peut déjà trouver des anomalies dès la première étape, et donc des responsabilités seraient déjà établies à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas, dans un travail aussi contraignant dans le temps, aussi spécial que les viaducs des sauts de mouton, commencer à accorder le marché à n'importe qui, au premier venu, qui n'a aucune expérience en la matière, qui n'a aucune capacité, et donc le reste ne peut qu'être constaté comme dégâts. Et c'est à cela que nous assistons en ce moment. Voilà. Et pour conclure, qu'est-ce que vous désiriez pour cette affaire? Pour conclure, je crois qu'il faudrait que les cabinets ministériels
comprennent que quand ils prennent le pouvoir, quand ils sont aux affaires de l'État, il y a une administration du pays qui est en place. Et cette administration doit être valorisée. Et donc les cabinets ministériels, tous ces cabinets-là, tous ces gouvernements avec une soixantaine de ministres, des cabinets avec une vingtaine de conseillers, c'est de l'argent perdu pour rien. Et il faut que des cabinets, un gouvernement, pour nous en tout cas, de 26, 30 personnes au maximum 30 personnes, et des cabinets ministériels qui se limiteraient à une dizaine de personnes pour que l'administration puisse pouvoir contribuer à l'avancement du pays, à l'analyse des dossiers et au développement de notre pays. C'est une exigence et nous, aux affaires, on veillera à cela parce que tout ce qui se fait maintenant dans ce pays, c'est chercher comment dilapider l'argent de l'État avec une efficacité nulle, cela se démontre maintenant nulle, et donc un gaspillage, et donc encore une fois, une corruption rampante qui est en train de se généraliser dans ce pays. Merci beaucoup. Je vous laisse faire votre marche. Pardon? Je vous laisse faire votre marche. Merci, Merci bien. Merci. loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yo kati na ekolo na biso kosala ya minene utalo manda na bato bobongisi nini mpona mboka tongeli na pasi ya yaka mokonzi yaka tobandela kotonga ekolo elongo na yo tala etuluku ya basomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipamboli kote epai na yo Je fais ça 1 heure chaque matin et quelquefois une demi-heure le soir si j'en ai le temps, et pour justement permettre au corps, au sang de pouvoir circuler normalement et éviter certains problèmes de santé liés à la sédentarisation. Voilà. Maintenant, je viens de faire 2 heures et je crois que c'est suffisant. Merci beaucoup.